Au sommaire de ce nouveau numéro, demi-finale retour de la Ligue européenne des champions et de Ligue Europa qui propose Real Liverpool en finale de C1 comme en 1981 et Marseille qui sera face à l'Atlético Madrid en finale de l'Europa League. Analyse et commentaires des spécialistes à suivre dans la première partie. La deuxième ouvre les portes des majeurs avec un FC Barcelone en Liga d'Espagne, en Liga espagnole sacré pour la 25e fois de son histoire et Andrés Iniesta qui dit adieu à son club de cœur. La Juve presque assurée de remporter son 7e Scudetto après son succès 3-2 entaché de polémiques sur l'arbitrage. Pendant ce temps, le Napoli, sérieux concurrent, trébuche en Florence. En Première Ligue, en Bundesliga et en Ligue 1, la bataille pour le maintien est bien engagée. On fait le point dans cette émission. Les autres rubriques, thèmes sportifs, questions des auditeurs, sont bien inscrites au menu. Pour discuter de tous ces sujets autour de moi, ils sont tous déjà là en studio, présents, pimpants, en pleine forme. Franck Lunyama, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Comment vous portez-vous ? On rend grâce, on va bien. Merci beaucoup. Juste à votre droite, c'est Ezekiel Ayataï. Bonjour Ezekiel. Bonjour Angelo, bonjour à tous et c'est toujours une joie d'être là. Joie partagée. Fifi Assogbavi, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue le plateau et également les auditrices et les auditeurs de cette émission. Joie partagée également. Ça c'est bien, ça fait plaisir de vous voir. Seigneur Roméo Yetor, hola. Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Et nous saluons également Armel Ouaba, le spécialiste de la Première Ligue. Good morning, Mr. Armel. Morning. Vous avez bien dormi ? Très bien. On dirait pas. On dirait pas. On salue également au passage Elom Adovan qui assure la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur radiosportfmtg.com. La mise en onde est signée Gildas Caboret. Présentation Angelo Folico et PFE. C'est parti. Et oui, nous avions encore bien envie d'écouter cette belle mélodie, même tout au long de la journée, on ne s'en lassera pas. Oui, la Ligue européenne des champions, les demi-finales retour ont été disputées mardi et mercredi dernier. Franck Lunyama, gros match au Santiago Bernabéu entre le Real Madrid qui a souffert, balbutié, ballotté, dominé par le Bayern, sauf que, oui, Karim Benzema a sauvé quand même la Maison Blanche. Oui, sur les deux matchs, le Bayern méritait quand même de passer en finale face au Real Madrid, mais les hommes de Jupp Heynckes ont fait preuve d'inefficacité véritablement extraordinaire. Donc, ce qui naturellement ne leur a pas permis de poursuivre la compétition. Vous allez voir que sur le match aller, il y avait 2-1 pour le Real, ensuite 2-2 au match retour, alors qu'il y avait des occasions pour marquer, pour tuer le match, ils l'ont pas fait. Le Real, quelque part, s'est montré comme une équipe qui est taillée pour cette compétition. Ils ont fait preuve de mental à toute épreuve. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on parle encore du Real Madrid pour jouer la finale à Kiev. Fifi, on a vu que à l'aller comme au match retour, quand même que d'erreurs d'arbitrage, incroyable. Je ne sais pas pourquoi nous revenons chaque fois sur les... Mais ce sont des faits de jeu. Ce sont des faits de jeu. Il y a eu des erreurs d'arbitrage. Je crois au match retour, il devait avoir un penalty, une faute de main qui n'a pas été sifflée. C'est comme hier également. Pour vous, il y a penalty, oui ou non ? Marcelo l'a reconnu lui-même en zone mixte. Pour une faute de main, on peut siffler penalty. Comment on peut ne pas siffler penalty ? Donc, on pouvait siffler penalty sur cette faute de main. Ah oui, vous êtes toujours dans l'interprétation. Voilà, on vous comprend, ça se comprend. Mais quand même, il y a beaucoup de frustration. Hein. Oui, beaucoup de frustration. Mais quand même, cette équipe du Real a montré qu'elle était une équipe qui sait se battre.
jusqu'au bout, et qui sait souffrir également, comme vient de le dire Franck, aussi bien l'aller comme retour. Bayern méritait de passer, et sur l'ensemble des deux matchs, Bayern méritait de passer. Bayern a fait le jeu, mais en face, il y avait une équipe volontaire qui jouait en bloc et qui pouvait défendre, attaquer ensemble et souffrir ensemble et aller jusqu'au bout. Vous avez vu aussi bien au match aller qu'au match retour, il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs de la part de Bayern qui ont coûté très cher. Bien quand sûr. vous prenez le deuxième, je crois que c'est le deuxième but. Oui, le deuxième but, bien sûr. C'est une perte de balle. Même au match aller, il y avait déjà une erreur qui leur a Exactement. coûté et qui leur a coûté un but. Au match retour, encore une erreur. L'erreur du gardien, par exemple. L'erreur du gardien, c'était la transmission entre Tolisso et puis le gardien, qui leur a encore coûté un but. Et ils doivent véritablement regretter ces deux matchs-là. Mais le Real est taillé pour la Ligue des Champions, on dirait. Et le Real est en finale. Au bout, ce n'est quand même pas volé. Pour moi, ce n'est quand même pas volé. C'est comme ça, ce sont des faits de jeu. Hier, par exemple, sur le deuxième but de Marseille, sur le seul but de Marseille. On va en revenir tout à l'heure. Il n'y avait pas corner, mais... Exactement, ça a été comme ça. Ça a été comme ça. Et ça a passé. Et Roméo, oui, on peut dire que Zinedine Zidane est un homme tout simplement béni du côté de la Casablanca. Ouais, il est né sur une bonne étoile, le français. Je pense que le Real, depuis les quarts de finale, n'est plus souverain au Santiago Bernabéu. La preuve, ce match retour face au Bayern Munich a été compliqué pour les Madrilènes, mais au bout, la qualification est là. C'est l'essentiel à retenir. Je crois que c'est une équipe solidaire qui accepte souffrir, comme l'a dit Fifi Assogbavi, mais c'est une équipe également complémentaire. Si on voit Cristiano Ronaldo qui a quitté son poste pour venir porter assistance à la défense. Ça fait 2 matchs qui ne marquent pas de but. Il n'a pas marqué, mais il a été, on va dire, important dans certaines situations. Il a sorti des ballons en corner, ça pouvait être un début. Je crois que cette solidarité de l'équipe madrilène permet aujourd'hui à Zizou d'avoir également une chance de pouvoir remporter pour la 3e fois cette Ligue des Champions. Seulement 2 entraîneurs ont pu le faire. Et il va être peut-être le premier entraîneur à aligner 3 Ligues d'affilée et 3 Ligues des Champions d'affilée. C'est énorme pour Zinedine Zidane. Maintenant, quand on revient un peu dans cette rencontre, je vois que la défense du Real Madrid a de sérieux problèmes. Ce n'est pas inquiétant? C'est inquiétant face, peut-être on va y revenir, face à la vitesse, à la fougue de l'attaque de Liverpool, ça, c'est inquiétant. Certes, Varane a fait pas un très grand match, mais un match, je dirais, acceptable parce que par rapport à ses positionnements, il arrive à sortir des ballons. Ça, c'est très important maintenant. Beaucoup de balles perdues dans la défense madrilène, c'est inquiétant, mais il faut tirer chapeau à Keylor Navas qui a sauvé, on va dire, le Real Madrid. Et Ezekiel, on va s'intéresser à cette formation du Bayern Munich. Comment peut-on comprendre quand même le passage à vide et de Thomas Müller et de Robert Lewandowski dans cette attaque de bavaroise? Oui, vous savez, dans ce match-là, on a eu beaucoup beaucoup de possession de balles pour le Bayern, et puis le Bayern a beaucoup utilisé les ailes. Donc il fallait quand même un grand Lewandowski pour sauver ce Bayern-là, surtout sur ses centres, et aussi Thomas Müller. Ce sont les deux qui étaient souvent présents dans la surface de réparation, mais ils sont passés à côté de leur match, et les rares occasions qu'ils ont eues, malheureusement, ils n'ont pas pu les mettre au fond. Mais je pense que au-delà de ça, le Bayern avait eu de très belles occasions, des occasions nettes de but pour tuer ce match. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Des regrets? Oui, beaucoup de regrets pour les Allemands, je le pense, puisque les Allemands ont été inefficaces dans ce match, même si sur le plan du jeu, ils ont été au-dessus du Real Madrid. Le Real Madrid qui a utilisé ou qui a joué sur ses moyens, avec ses moyens, je pense, puisqu'il y a eu quand même de la verticalité dans le jeu du Bayern, et puis beaucoup avec de un changements. bon Benzema. Voilà, et surtout beaucoup de changements de rythme pour tuer l'adversaire, et sur les contre-attaques, les Madrilènes vont vite justement, et les Madrilènes ont tout simplement profité des erreurs des Allemands dans ce match. Les Allemands ont offert ce match-là, ou cette victoire au Real Madrid, parce que dans ce match, le Real n'a pas montré grand-chose, mais le Real est resté debout pour être à Kiev, heureusement. Mais je pense que, comme
on l'avait dit au départ, il y a eu beaucoup de faits de jeu dans ces deux matchs, que ce soit à l'aller comme au retour. Et donc je crois que le meilleur a gagné, on dit souvent, mais pour moi, je ne suis pas si convaincu. Mais c'est aussi ça le football. Rester debout, ne pas encaisser des buts, c'est ce que le Real a réussi à faire. A marqué des buts importants également, le Real l'a fait. Donc on dira félicitations à la Maison Blanche. Vous voulez réagir? Non, la meilleure équipe a perdu, tout simplement. C'est ce que je voulais dire. Donc, quand on écoute Jupp Heynckes à la fin de cette rencontre, il a dit on n'a pas joué à notre niveau. Il a d'ailleurs dit avant même le match, si nous arrivons à jouer comme on le fait en Bundesliga et en Coupe, ou en Bundesliga où ils ont réussi à marquer 88 buts, ils n'ont pas joué à ce niveau. Ce n'est pas la même classe. Oui, ce n'est pas la même classe, d'accord. Mais sur ce match, je crois qu'il y a également, on va dire, une petite erreur de Jupp. Problème mental pour les joueurs? Non, pas mental. Concentration. C'est des joueurs de très haut niveau. Ils sont habitués à ces genres de jeux. Je veux dire, sur le premier match, on a vu Thomas Müller qui a été un flop. Sur le match retour également, Robert Lewandowski également un flop. Je ne sais pas si c'est parce qu'on parle de ce transfert pour le Real où il a été un peu en dedans, mais je pense que Jupp Heynckes devrait avoir le courage de changer un peu l'attaque sur le match. Et peut-être que Robben aussi a peut-être manqué à cette formation bavaroise. Oui, on va parler également d'un autre aspect dans ce match. Oui, Jupp Heynckes qui est arrivé pour peut-être réaliser le triplé. Il ne va pas le faire, il ne le fera pas. Mais en face, c'est quand même un Zizou ultra réaliste qu'on peut quand même reconnaître. Oui, c'est le mot, il est lâché. C'est le réalisme qui a fait la différence dans cette double confrontation, parce que les occasions n'ont pas manqué pour le Bayern, que ce soit à l'aller ou au retour, mais les Allemands ne se sont pas montrés décisifs, encore moins réalistes. Mais je voudrais revenir sur un aspect dont parlait Franck tout à l'heure, c'est le côté de Müller. Aujourd'hui, le Bayern ne fait que payer ce choix d'avoir laissé partir certains joueurs, à l'instar de Douglas Costa ou encore d'un Coman, même s'il est blessé. À un moment, on a compris que Müller n'est pas un joueur de couloir. Et donc, ce n'est pas qu'il a été un flop, mais il n'était pas dans sa position de prédilection. Et donc, les efforts là, c'était difficile de lui demander. Alors, il va falloir aujourd'hui que le Bayern comprenne que oui, peut-être Ribéry et Robben, les deux papis, sont toujours en forme, mais il va falloir doubler aussi ces côtés-là pour peut-être à la 70e minute amener un son nouveau, la fougue de ces jeunes-là, pour justement aller fatiguer encore beaucoup plus l'adversaire et trouver la faille. Et nous reconnaissons que cette formation du Real Madrid est une véritable machine. En Ligue européenne des champions, il ne lâche rien à part la décima treinte, comme on le voit écrire sur les différents maillots préparés pour la circonstance. Sergio Ramos et tous ses compères sont tout simplement, on peut dire, prêts pour la grande finale. Le Real ne va pas jouer seul. Il y aura un adversaire face à cette formation de la Casablanca. Ce sera Liverpool. Nous accueillons également au studio Edwige Apedo, notre consoeur de Nana FM. Bonjour Edwige, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment vous portez-vous? Je vais très bien. Nous sommes contents de vous recevoir dans cette émission. Oui, Liverpool qui a souffert, qui a frôlé pratiquement, on peut dire, l'élimination, parce que ça fait 7 buts à 6 par rapport à ce match entre la Roma et Liverpool. Edwige, oui, la Roma a quand même, on peut dire, réussi encore une fois la remontada. La remontada, c'était face au Barcelone. Oui. Donc, les Romains pensaient qu'ils étaient un peu plus capables de le faire face aux Reds, mais ce n'a pas été le cas cette fois-ci. À 4-2, je voyais mal la Roma se qualifier pour la finale, surtout avec le match aller disputé qui a donné l'avantage aux Reds 5-2 à domicile. La Roma pourrait regretter son match aller chez les Reds avec les 2 buts inscrits. Ils pensaient que à la maison ils pouvaient faire la différence, mais ça n'a pas été le cas. Je pense que cette fois-ci, il va falloir revoir effectivement l'effectif des Romains, même si Diego à un moment donné, il a eu assez d'occasions sur ce match retour-là. C'est lui qui devait faire la différence, mais il n'a pas pu marquer ces occasions qu'il a eues. Maintenant, c'est Liverpool qui est qualifié, mais Liverpool déçoit
réellement du côté de la défense. Vous ne pouvez pas à la maison marquer 5 buts et puis encaisser 2. À l'extérieur, vous arrivez... Vous pensez que c'est assez fragile cette défense? Cette défense est toujours fragile. Depuis le début de la saison, Liverpool a ses soucis défensifs, sauf qu'ils ont eu à enrôler Van Dijk. Vous savez, quand vous prenez un défenseur en milieu de saison, c'est toujours compliqué pour ce défenseur-là de s'intégrer, même c'est un grand joueur, c'est un grand défenseur. C'est maintenant, après cette saison, qu'il va s'intégrer réellement dans le jeu de Liverpool. Pour le moment, il fait son jeu, il y arrive, mais seul ne pourra pas. Donc, vous allez voir que sur le match, c'est toujours la défense qui fléchit vers la fin. Et Liverpool, je pense que depuis quelque temps, il ne joue que 50 ou 60 minutes et puis après, ils sont fatigués. Je ne sais pas si c'est la première ligue avec le physique, avec cette intensité-là qui émousse ces joueurs. Mais je pense, s'ils ne font pas attention face au Real en finale, ça va jouer contre eux, surtout cette défense-là. Le Real n'est pas en forme, on le sait très bien. Oui, on ne va pas se tromper. Liverpool a un trio offensif qui fait très mal, qui casse les lignes, si un joueur n'est pas en forme, comme ça là la dernière fois, il y a un autre qui prend le relais. Si ce n'est pas Firmino, c'est Mané, le Sénégalais, qui prend le relais. Donc je pense que s'ils ne font pas très attention défensivement, ils vont payer cher en finale, même si c'est une finale qu'on attend très bien, parce que j'aimerais voir les Anglais soulever ce trophée. Votre cœur déjà bat pour l'Angleterre. Puisqu'ils l'ont déjà fait face au Real. Oui, c'était en 81. Vous étiez né déjà? Déjà? Non, pas encore. Roméo Yétan, oui, dans ce match également, il y a eu beaucoup de faits de jeu, on peut dire des pénaltys oubliés ou non sifflés, ça dépend. Problème véritable d'arbitrage, hein, mais M. Alexander Seferin, le président de l'UEFA, n'est toujours pas d'accord à la vidéo. La saison prochaine. Il y a certains clubs aussi qui ne sont pas d'accord pour cette vidéo. Je crois que c'est ça aussi le propre du football. Il faut ces faits de jeu-là pour que ce sport soit ce qu'il est. Mais est-ce qu'il n'y a pas de trop, surtout sur cette demi-finale? Ça dépend des matchs aussi. Vous savez, il y a certains matchs qui sont tendus et puis ça va vite le jeu. Vous prenez Roma, Liverpool, à un moment donné, on pensait que c'est du sprint du côté des deux équipes parce que le ballon va d'un camp à l'autre très rapidement, donc c'est difficilement que les arbitres arrivent à suivre le rythme. Mais on ne va pas les dédouaner, ces arbitres-là, parce que quand on est arbitre, il faut se mettre également au niveau des compétitions. Ce sont les meilleurs arbitres qu'on a placés sur ces matchs, donc il va falloir que ces arbitres-là aussi répondent véritablement de leur capacité à pouvoir arbitrer ces rencontres-là. Maintenant, quand on prend un peu Liverpool, je ne suis pas totalement d'accord avec Edwige qui parle de la défense de Liverpool. Certes, cette équipe a encaissé 2 buts, mais c'est la gestion de fin de match qui pose problème à cette équipe-là. Oui, ils ont pris. Oui, c'est la gestion de fin de match qui pose problème aux Reds, parce que c'est une équipe qui sait que véritablement elle a un déficit au niveau de la défense, mais c'est une équipe qui se recoupe rapidement lors du match contre la Roma, lors de la manche retour bien sûr. On a vu cette équipe-là qui se regroupe rapidement pour pouvoir sortir des ballons, mais à un moment donné, quand l'équipe est émoussée, c'est difficilement qu'on arrive à faire ce bloc défensif-là. Maintenant, que faut-il faire ? Il faut essayer de revoir un peu les matchs et essayer de gérer les rencontres. On voit Mohamed Salah, c'est vrai, il n'a pas été à la hauteur lors des deux, surtout lors de la rencontre retour. Mais on pouvait permettre à Mohamed Salah également de descendre un peu, parce que ce retour défensif manque à Mohamed Salah. Il n'arrive pas à porter un soutien. C'est pas comme Cristiano. Non, voilà, c'est pas comme Cristiano l'a fait l'autre fois. Je pense que si Jupenkes arrive à... Qu'est-ce que je dis là? Ils sont des Allemands. Ça se comprend. Je vous permettez sur l'arbitrage vidéo, ce n'est pas aussi l'erreur zéro. Oui, on est d'accord. C'est pas garanti. Voilà d'ailleurs pourquoi la Ligue 1 Conforama a rompu son contrat avec la société qui gérait. Il y a tellement d'erreurs. Et on a commencé par mettre 5 arbitres, un arbitre de ligne, ainsi de suite. Et les arbitres de surface. Ça n'a pas réglé le problème. Pour dire tout simplement que le football,
sa beauté aussi vient quelque part de ces petites erreurs. C'est vrai qu'il y a derrière des frustrations, des énervements. Lorsqu'on regarde un peu ce que c'est, quand on se souvient de ce mondial où on a refusé un but clair à l'Angleterre face à l'Allemagne. Oui. Donc, toutes ces situations constituent des frustrations. D'accord. Donc, aujourd'hui, lorsque Alexander Seferin dit je ne veux pas pour l'instant de vidéo, c'est-à-dire qu'il veut être sûr à 100% qu'un tel système permettrait aux arbitres d'aller vers un match avec sans erreur. Maintenant, quand il y a l'assistance, l'arbitrage vidéo, et puis derrière, on parle encore d'erreur, ça veut dire qu'il y a un gros souci. Il y a un gros souci. Maintenant, sur Liverpool, je suis un peu d'accord avec Edwige, un peu d'accord avec Roméo. Parce que là, lorsque vous êtes une grande équipe, quand on fait le calcul sur les 2 matchs, ils ont pris 6. Ils ont pris 6 buts. 6 buts sur les 2 matchs. C'est quand même incroyable. Oui. Ils ont pris 6. Donc ce n'est pas possible pour une équipe qui prétend gagner et aller. Parce que lorsque vous n'avez pas une défense solide, à tout moment vous pouvez craquer. Maintenant, il y a aussi ce fait de gestion de fin de match dont Roméo parle. À ce niveau, le problème est à gérer avec Jürgen Klopp ou c'est les joueurs? Je crois que c'est un tout. Il faut peut-être que l'entraîneur parle à ses joueurs lorsqu'il reste peut-être un quart d'heure. Voilà comment il faut gérer. Mettre le bus devant. Bon, je ne sais pas comment ils vont le faire. Il y a de très grands noms. Il y a Lovren, il y a Van Dijk, qui sont des défenseurs de très haut niveau. Donc, on ne peut pas comprendre parfois qu'ils réagissent comme, on va dire, des passoires. Ce n'est pas possible lorsqu'on veut aller loin. Maintenant, pour la finale, je crois qu'il y a eu 5 confrontations contre le Real, 3-2 pour Liverpool. Et la dernière défaite du Real en finale, elle est concédée face à Liverpool. Et quelqu'un était déjà né à cette époque-là. vous qui patronnez la Serie A italienne, oui, beaucoup ont cru que la Roma, il était presque, on a vu le message galvanisateur de Di Francesco à ses joueurs. Oui, sauf qu'il a manqué un seul petit but pour voir la Roma passer en finale. Les Italiens sont très remontés. Monchi, le directeur sportif de la Roma, à la fin de ce match, est monté au créneau. Il a dit qu'il ne comprend pas pourquoi il n'y a pas l'arbitrage vidéo en Ligue des Champions, parce qu'il y a 2 erreurs d'arbitrage qui pouvaient quand même permettre à la Roma d'être en finale. Donc, est-ce que c'est parce qu'il est dans le cas qu'il le dit? Ben c'est clair. Quand vous êtes dans le cas, c'est normal qu'il en parle, puisque il y a eu cette main d'Alexander Arnold dans la surface. Il y a eu ce hors-jeu sifflé injustement. Et après, il y avait bousculade sur Edin Dzeko. Donc il est allé jusqu'à parler de ce match entre la Juve et entre la Juve et le Real. Donc il pense que les clubs italiens sont lésés entre guillemets. Mais intéressant. Je pense bien qu'il y a eu trop d'erreurs d'arbitrage sur ces demi-finales. Faut le noter. Sinon, on pouvait avoir Real Roma Bayern. Tout était possible. Oui. Parce que toutes les équipes ont subi des erreurs d'arbitrage dans ces demi-finales. Donc je pense bien qu'il va falloir quand même... On dit aujourd'hui qu'on a 5 arbitres. À la fin, moi, je me demande bien ce que font ces 2 arbitres derrière le but. La main d'Alexander Arnold, c'était devant le 5e arbitre, mais il n'a pas sifflé. La main de Marcello. Pareil. Donc, l'arbitre de surface. Voilà. Donc, quel est le rôle de ces arbitres de surface? Moi, je me pose bien la question. Il y a un gros point d'interrogation sur ce sujet-là. Donc, je pense bien que c'est parce qu'on croyait ou on pensait au départ qu'avec l'arbitrage vidéo, ce serait peut-être l'erreur 0. Oui. Mais on se rend compte qu'il y aurait également des erreurs, mais pas autant que si ce sont des hommes qui sont placés derrière les buts. C'est Fifi, clair. Pour terminer sur ce sujet. Moi, je n'ai jamais été pour l'arbitrage. Je n'ai jamais été pour l'arbitrage vidéo parce que moi je trouve que ça va ralentir le jeu. À chaque fois, il faut arrêter. Mais si c'est pour faire justice. Oui, et puis nous ne sommes plus dans le sens ou bien
dans la compétition, dans l'esprit de compétition, dans l'esprit de jeu, par exemple. Oui. Mais je comprends également qu'il y a beaucoup d'argent qui est injecté aujourd'hui dans le football et que pour ceux qui injectent de l'argent, pour les responsables des clubs, c'est quand même difficile de voir son club parti comme ça sur des erreurs d'arbitrage. Le rugby... Les arbitres, les arbitres sont après tout... Les arbitres sont après tout des humains également. Roméo disait tout à l'heure que quand vous prenez le match AS Roma, Liverpool, ça allait dans tous les sens et c'était comme du sprint et l'arbitre n'a que quelques secondes pour réagir. Et avec beaucoup de changements de rythme et puis quand on prend aujourd'hui les tests qui régissent un peu l'arbitrage, ça varie tellement que on dit que quand la main est décollée du corps, il y a pénalty. Voilà, donc vous avez quelques secondes pour réagir. Ce n'est pas évident également pour les arbitres. Et malheureusement, toutes les mains en question sont décollées. Ils sont décollés du corps, mais il n'y a pas eu pénalty. De toutes les façons, les mains sont toujours décollées du corps. On voit également les intentions. On voit également les intentions. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est involontaire? Mais souvent, c'est qu'il y a des cas qui reviennent de plus en plus. Et voilà pourquoi on en parle et on a le droit d'en parler. Même si ça fait mal à certains fanatiques, il faut quand même le reconnaître. Quand un club et que le club se fait éliminer comme ça, oui, ça fait mal. Extrêmement mal. Vous êtes d'accord avec nous? Je suis d'accord. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'on peut dire sur cette demi-finale de retour de Ligue européenne des champions. Et nous parlons de cette demi-finale retour. C'était hier entre Salzbourg et l'Olympique de Marseille. Un match haletant au bout du suspense et Marseille qui s'en sort, même battu 2-1 grâce à un certain Rolando, qu'on taxe de ballon d'or. On attend de voir si ça sera possible ou si c'est un jeu de mots. Cristiano Rolando. On va écouter Adil Rami. Un jeu de mots. Ah, voilà, justement. On va écouter Adil Rami, très content à la fin du match. On a réussi à faire un long chemin. Il est parti du stade Vélodrome avec 8 ou 10 000 personnes contre Konya Sport. Et on a réussi à réunir tout le monde, toute une famille. Et aujourd'hui, on a réussi à ouvrir des fan zones, à faire rêver du monde. Et maintenant, place à la finale. Et oui, Adil Rami, très content. On a fait rêver les fan zones, beaucoup de supporters. La France s'est réveillée toute heureuse ce matin. Armel. Oui, avec la médiatisation que l'on connaît pour ce pays-là. Oui, aujourd'hui, je peux l'affirmer, l'Olympique de Marseille est une petite grande équipe. Oui, c'est ce qu'on demande à une équipe qui prétend avoir un projet de champion. Parce que cette victoire-là, les Phocéens sont allés la chercher dans le mental surtout. Je le disais déjà hier quand j'en avais l'occasion ailleurs. Ce match-là n'allait pas être facile pour l'Olympique de Marseille. On connaît cette équipe autrichienne qui a déjà eu à infliger de lourds scores à d'autres clubs à domicile. Et donc, même le but du break, en plus, il y avait un 2-0 à l'aller, ça ne le faisait pas encore. Il fallait alors chercher cette victoire-là. Et le scénario s'est passé exactement comme ça. Malheureusement, je crois pour moi, puisque je n'ai jamais aimé ce défenseur-là, Rolando. Je ne l'ai jamais aimé à juste titre, à mon avis. Parce que c'est un défenseur plutôt sous-côté. Mais c'est lui le sauveur. Oui, mais hier c'était lui le sauveur et donc tout le mérite pour lui qui, je crois aussi, ne fait que rejoindre ses compatriotes parce qu'avoir été traité comme ça tout au long de la saison et revenu comme ça a sorti son club d'un si grand danger, il faut aller le faire aussi au mental et voilà quoi, félicitations à l'OM. Edwige, on parle de fierté du côté de l'Olympique de Marseille. Vous voyez également de la fierté dans le jeu de cette équipe-là? Dans le jeu... Le caractère des joueurs sur le terrain? Bon, sur le terrain, le match retour, je n'ai pas vu tellement cette fierté. Mais c'est lors des prolongations que Marseille s'est réveillé. Et puis sur un corner qui n'en était pas bon, mais ils ont marqué le but. Là aussi, souci d'arbitrage. Ouais, voilà. Bon, on fait avec l'arbitre, c'est un humain comme on le dit, donc on fait avec. Marseille, c'est un grand club, même si certains ne veulent pas le reconnaître. La seule à avoir remporté la Ligue européenne des champions en France. C'est la seule équipe qui a l'étoile sur son maillot. Oui. On en déplaise à certains. Et puis, pas du tout content. non, mais il faut le reconnaître. Et puis, Paris Saint-Germain aurait voulu jouer cette finale. Et puis, c'est le seul club qui a eu à jouer au moins plus de
finales. Oui. Et ça fait 5 5 déjà. en tout, voilà. Donc, c'est seulement le PSG ou Monaco sont derrière. Donc, il y a Saint-Etienne également qui a joué deux finales. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, Marseille, ils ont commencé un travail. À un moment donné, on ne retrouvait même plus l'OM. On ne savait plus si c'était ce club qui a remporté une fois la Ligue des Champions, qui est en Ligue 1. Même si on connaît le niveau de la Ligue 1, il y a certains joueurs qui sont sortis de ce championnat-là, qui ont fait la pluie le beau temps de ce football. Oui. Mais maintenant, aujourd'hui, Marseille est qualifié pour la finale de l'Europa League. C'est une fierté pour la France. Même si au début de l'Europa League, la France ne s'intéressait pas trop à cette compétition. Ils pensaient que c'est une compétition de pacotille. De pacotille très faible. Donc, ils se mettaient à un niveau donné, même si le championnat est faible. Normalement, ces clubs qui jouent sur la Ligue 1 doivent miser plus sur l'Europa League, se préparer et voir comment. Parce que quand vous vous confrontez aux autres clubs, vous avez un niveau. Même si à la maison, votre championnat n'y est pas. On a vu ce qui s'est passé avec le PSG. Ils ont mis les moyens, mais zéro. Ça ne donne pas. Pour l'instant, ça ne va rien donner. Si ils ne changent pas, ça ne va rien donner. Donc moi, je me dis aujourd'hui, Marseille est à sa place, même si hier, j'aurais voulu. J'aurais aimé voir un autre match des Marseillais. Et il y a un autre président également qui est content. Lui, c'est Bernard Tapie. Oui, le seul président qui, pour l'instant, peut se targuer d'avoir accordé ou bien donné une coupe aux grandes oreilles à l'Olympique de Marseille. À la France. Bernard Tapie que nous écoutons. Je me suis fait du bien en tout cas. C'était formidable et comment dire, ce match a satisfait un grand nombre de symboles. C'est un match franchement de qualité très moyenne. Des joueurs qui ont été sur le plan technique un peu en dessous de leur valeur habituelle, mais qui n'ont jamais rien lâché. Symboliquement, c'est intéressant parce que voilà, quand on n'a pas le bon tempo, le bon jour qui arrive dans tous les métiers, il faut savoir compenser par l'envie et l'envie était là. C'est le premier symbole. Deuxième, on marque le deuxième but contre notre camp. On se met dans une merde incroyable. Et le troisième, c'est franchement quand l'équipe était sur le terrain pendant les prolongations, c'est le dernier à qui on pensait, Rolando, pour pouvoir nous sauver de la merde. On a joué sur la caractéristique des Marseillais. Eux, ils ont vraiment une qualité qui, de temps en temps, bien sûr, s'il est mal utilisé, c'est un défaut, c'est la fierté. C'est vraiment des gens qui ont besoin d'être fiers dans une période où ils n'en avaient pas beaucoup l'occasion. D'un seul coup, en 90, 91, 92, on est devenu une des plus grosses équipes en Europe, avec la consécration, vous savez. Mais ça a été le déclencheur d'une prise en compte de la fierté de ce peuple qui en avait bien besoin. Et le mot qui revient beaucoup plus dans les propos de Bernard Tapie, c'est fierté pour l'OM. C'est l'un des présidents les plus légendaires de ce club phocéen. C'est lui, vous l'avez dit, qui a permis à l'OM de remporter la seule coupe aux grandes oreilles en 1991, c'est ça, non 93. Voilà. Donc c'est un président qui ne pouvait pas ne pas réagir face à cette performance de l'Olympique de Marseille. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est véritablement la fierté du peuple marseillais, de toute la France d'ailleurs, parce que vous ça n'a pas été... Vous pensez que Jean-Michel là, c'est content? Oui, même s'il il aurait souhaité que Lyon soit à ce niveau, parce que la finale va se jouer dans son stade. Donc, quoi qu'on dise... Et il essaie déjà de calmer les supporters phocéens. Voilà. Qu'ils comptent sur eux, qu'ils ne vont pas tout casser. Donc, quoi qu'on dise, c'est une fierté pour toute la France. Oui. Aujourd'hui, après 93, peut-être que Marseille a encore l'occasion de soulever un trophée européen. Parce que au départ, comme quelqu'un l'a dit, personne ne misait, même le seul petit franc sur cette équipe de Marseille. Il a fallu un entraîneur de haut niveau pour fédérer un groupe, pour mettre en place un groupe uni, pour aller chercher cette finale. Je pense qu'aujourd'hui, même si Marseille ne gagne pas, ça va être, on va dire, une grosse saison. Parce que là, il n'y a pas de joueurs de référence. C'est des très jeunes joueurs à l'image de Gustavo l'a déjà Maxime gagné Lopez. avec le Bayern. Hein. Oui, donc je pense que c'est véritablement une fierté aujourd'hui pour l'Olympique de Marseille qui vraiment a souffert. Surtout en deuxième mi-temps, une deuxième mi-temps insoutenable. Et il a fallu ce coup de pied de Rolando pour tout changer. Donc, moi, je suis vraiment heureux pour Comme le dirait quelqu'un, il ne peut plus rien nous arriver. Oui. Marseille est en finale. Et je crois qu'il y a eu deux héros dans ce match. Oui. C'est vrai qu'on parle de Rolando, mais Yohan Pelé, a sauvé. Voilà. Comme Keylor Navas du côté, de l'autre côté. Le tireur du corner également. Ah oui, Dimitri Payet. Et est-ce qu'il est beaucoup qui n'a pas fait un grand match. Hein. Beaucoup clament.
ce corner-là qui Il a fait la différence. fait la Beaucoup il fait la pensent différence. même que comme quoi Didier Deschamps, ça peut être la surprise Oui, moi du je, chef. moi je Oui, crois c'est pourquoi d'ailleurs qu'il il a sera- repoussé la date de publication. Ah, voilà, Ouais. justement. Non, il avait dit que c'était dit que si Marseille se qualifiait pour la finale, au lieu du 15 mai, ce sera le Ah oui, le- n'oublions pas le 17, que probablement, lui-même, peut-être il le a 17. gagné également la Ligue européenne des champions avec l'Olympique de de Marseille. Et ce sera face à l'Atlético Madrid qui a gagné petitement grâce à l'inévitable Diego Costa. Et c'est Wenger qui dit adieu à cette, Oui, à cette compétition. moi je dis que c'est une triste fin pour Wenger qui s'en va, qui rêvait de cette finale-là, Oui. qui voulait gagner l'Europa League pour permettre à Arsenal de se qualifier pour la Ligue des Champions. On sait que en première ligue, Arsenal doit être sixième au classement. Oui. Ça ne lui donne pas, ça ne lui garantit pas une place en Ligue européenne des Champions. Mais finalement, c'est Arsenal qui ne gagnera rien cette saison avec Wenger qui s'en va comme ça. C'est triste, mais il faut quand même reconnaître la force de cette équipe d'Atlético Madrid qui n'encaisse pas beaucoup. Pratiquement pas au match aller, c'est vrai, encaissé un but, mais qui est rapidement revenu dans ce match. À 11 contre 10. Hein. À 11 contre 10 avec Griezmann, le Français, qui est toujours là, Diego Costa qui est revenu à la maison et qui fait du bien à cette équipe. Et sur le match retour, qu'il fait encore un but seulement qui suffit au bonheur de cette équipe. Oui. Ce sera une finale de feu. Pourquoi je dis une finale de feu? Parce que ça va se jouer en France. D'accord. Et les Marseillais vont remplir le stade. C'est sûr qu'ils seront à Lyon. Ils seront pour plus cette fête. nombreux que les Espagnols, hein. Sûrement. Sûrement. Aux grandes dames de Jean-Michel Sûrement. Aulas. Et Marseille, moi je dis, Marseille doit jouer à fond cette finale. Oui. Parce que dans le classement, Marseille est 4e aujourd'hui. Et Marseille n'est pas encore sûr de pouvoir de jouer la Ligue européenne des champions. Maintenant, si Marseille gagne l'Europa League en France, Marseille est sûr de jouer la Ligue. Absolument. Donc Marseille doit en principe jouer à fond cette finale-là. C'est vrai, Marseille s'est qualifié pour la finale. Félicitations à cette équipe de Marseille. Mais le plus gros. Mais le coup de bourreau arrive le 16 mai. Et il faut donner tout. Parce que ce sera difficile à jouer. Quand je vois un peu la défense de l'équipe de Marseille, Oui. avec Rami, avec Rolando, surtout Rolando, comme vient de le dire mon confrère tout à l'heure, moi je n'ai jamais qualifié, je n'ai jamais... Pour lui, c'est pas, pour vous, c'est pas un joueur. Pour moi, ce n'est pas un grand défenseur, Ce n'est mais pas un il grand fait défenseur. l'essentiel. Et face à l'attaque de l'Atlético, L'Atlético, ça va être compliqué. Oui, c'est tout ce qu'on peut dire sur ces demi-finales. Cette finale-là entre l'Atlético et Marseille, ou Marseille-l'Atlético, ce sera le 16 mai au Groupama Stadium à Lyon, sur le territoire français. C'est fini pour les coupes européennes. On ouvre la page des majeurs en commençant par... Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Así suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Et nous parlons de la Liga Española avec, oui, la bonne nouvelle du côté de la Catalogne, le sacre du FC Barcelone, Seigneur Yétor. 25e titre pour le FC Barcelone, c'est sur le terrain de la Couronne. 4-2 pour les Barcelonais, Coutinho et Messi sont les buteurs. Messi qui a réalisé un triplé dans cette rencontre. Il faut dire que le Barça tient son 25e titre d'Espagne, mais le Real est largement en avant avec 33 titres pour les Madrilènes. Alors, l'autre match également qui a été intéressant. En attendant que vous ne continuez, est-ce qu'aujourd'hui, avec vous, on peut avoir une idée sur les hommes clés de cette saison réussie du Barça? Nous précisons que le Barça est toujours invaincu en Liga espagnole. Oui, voilà. Les hommes clés, forcément, il y a Léo Messi, le meilleur buteur du club. Oui. Il y a Luis Suarez, qui fait partie des 3 meilleurs buteurs de la Liga espagnole. On peut parler également d'Iniesta, même s'il a annoncé son départ du club à la fin de cette saison. On peut également citer le coach Valverde, même si on n'en parle pas trop, puisque éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions, parce que ce coach a apporté, on va dire, un renouveau au sein du FC Barcelone. C'est un football club Barcelone qui n'est pas aussi, on va dire, intéressant à regarder à jouer, sauf le match contre le Real Madrid lors de la Liga. C'est dans ce match qu'on a vu un grand Barcelone. Également, le match retour contre Chelsea à domicile. Voilà, Valverde en est pour quelque chose. On peut parler également du gardien du FC Barcelone, Ter Stegen, qui n'a pas
été aussi, on va dire, médiocre cette saison, parce que ce gardien a sorti de grands jeux dans des matchs aussi importants. Gérard Piqué également, voilà, ce n'est pas ce Piqué qu'on connaissait, mais avec l'âge, il arrive également à tenir le coup. Bravo à ce joueur espagnol. Sans oublier également les Français de cette équipe, surtout Umtiti. Vers la fin de la saison, on a vu qu'il est en baisse de régime, mais il a su tenir voilà, dans cette équipe barcelonaise. En gros, on constate que le Barça a été une équipe aussi compacte. Oui, Armel, est-ce une saison réussie pour les Blaugrana? Oui, totalement réussie. D'ailleurs, je pense à un moment... Totalement? Pas totalement. Non, bon, ça dépend de ce qu'il met dans son totalement. Non, attendez. Moi, je suis d'accord avec Armel. Championnat. On parle du championnat, bien sûr. Allez-y, nous on parle du championnat, à moins qu'on ne soit en Ligue des Champions. Et là, en championnat, c'est totalement réussi. Je dirais même que c'est une saison écrasante. On a vu le nombre de points qu'il y a eu face au Real. Donc voilà, il n'y a pas eu photo. Il y a eu un Barça tout simplement prestigieux qui était conquérant. Voilà, Roméo, moi je pense même qu'il a mis de l'euphémisme dans sa phrase en parlant de Valverde, qui clairement a mis une assise défensive qui manquait tellement à cette équipe, incarnée par Samuel Umtiti, justement, le français, même si, comme l'a dit Roméo, en fin de saison, on l'a vu, on croit qu'il a plutôt la tête ailleurs. On sait son problème avec la prolongation, tout ça. Ouais. Mais c'est un garçon qui a tout simplement été impérial en défense. Moi, aujourd'hui, j'oublie même que Piqué existe. Quand vous voyez les matchs du Barça, c'est plus Umtiti que vous retrouvez à la défense, très imposant, voilà. Donc, je pense que c'est un homme très, très clé aussi dans ce sacre du Barça. Et Edwige, est-ce qu'on peut dire sans langue de bois que ce Barça-là est à l'image de Lionel Messi, un Barça Messi-dépendance? Pas tellement. Parce qu'il a marqué plus de la moitié des buts du FC Barcelone cette saison. Plus de la moitié des buts du FC Barcelone, ce n'est pas lui seul. À un moment donné, Barcelone se reposait sur ce joueur, mais avec Andrés Iniesta, moi je préférerais qu'on le dise ainsi parce que ce mec, il fait un très bon boulot. Oui. Même s'il il méritait un ballon d'or qui a été accordé, accordé à Messi. C'est un joueur que moi j'apprécie. Oui. Dans le jeu de Barcelone, c'est Iniesta que moi je vois, même si Messi marque assez de buts. Moi je ne trouve pas trop, même, vous savez, c'est un génie. Messi, il a le football dans les jambes. Mais ceux qui font le travail derrière, c'est ce que je dis, c'est par exemple Iniesta, c'est la défense dont vient de parler Armel avec Umtiti. Piqué, c'est un flop. Je ne sais pas pourquoi on prononce son nom, parce que ce n'est pas... À un moment donné, il a été un défenseur, mais ces dernières saisons, je ne trouve plus, on ne va plus Piqué. Piqué, c'est un passoire, parfois sur des matchs, qui pénalise son club. Cette fois-ci, Barcelone, elle a invaincu en Liga. Ils sont à 4 journées, je pense bien. 3 journées de la fin. Et ces 3 journées, s'ils gagnent, ça veut dire que c'est la première équipe espagnole à être invaincue. Durant toute une saison. À 38 journées, puisqu'il y a eu deux clubs champions également qui étaient invincibles lorsque le championnat était à 18 journées. Justement. Donc, je pense que c'est une très belle saison en championnat pour le FC Barcelone, mais... Une mauvaise saison parce qu'en Ligue des Champions, ce n'était pas ça du tout. On aimerait voir plus Barcelone là-bas, mais ils ont été éliminés. La Roma est passée par là. Voilà. Ézéchiel? Oui, moi je pense bien et j'ai bien envie de dire que c'est un titre estampillé Messi. D'accord. Parce que il y a, sur toute la saison, on a vu que quand Messi va bien, c'est toute l'équipe, c'est le FC Barcelone qui va bien. En témoigne cette élimination face à la Roma. Messi, c'est vrai que l'équipe n'était pas bien, mais Messi était en dedans aussi. Et le FC Barcelone a perdu 3-0 et s'est fait éliminer. Donc moi je pense... Il y a eu un match dont je me rappelle, Messi était sur le banc. Oui, il est entré en jeu. Il est entré en jeu. Pour équilibrer. Ils étaient menés 2-0. Et il rentre en jeu, il fait le boulot. Sur cette saison, Messi est impliqué sur 44 des 87 buts du FC Barcelone. Il a marqué 32 buts et délivré 12 passes, soit disons 50
50%, plus de 50% des buts du FC Barcelone. Donc je pense que c'est lui qui a permis cette saison au FC Barcelone de gagner ce titre-là, même si on parle de la touche Valverde, on parle des autres. C'est vrai, c'est un jeu collectif, il faut 11 joueurs sur le terrain pour le faire, mais il faut peut-être un homme pour tirer le wagon, et c'est ce que... Il a été la locomotive. C'est ce que Messi a fait cette saison. Et on va parler également, de ce Andrés Iniesta qui va quitter le club. C'est annoncé. Hein. Oui, c'est annoncé. Il va aller en Chine. Bon, c'est la destination probable de Iniesta, avec une somme faramineuse. Un contrat de 81 millions, salaire annuel 27 millions. Ses représentants ont négocié également la vente de 6 millions de bouteilles de vin de son domaine pour 36 millions de francs CFA. Et le club chinois... 36 millions d'euros. Voilà, 36 millions d'euros, justement. Le club chinois... CFA, c'est son petit déjeuner. Voilà. Et le club chinois est disposé à céder 50% de son droit d'image à Andrés Iniesta. Oh, c'est énorme. Le monsieur, il est formidable. Maintenant, là, il va aller chercher de l'argent, tout simplement. Il a tout donné au Barça, et puis il dit qu'il ne veut pas aller dans un club où il aura affronté le Barça. Justement. Donc, c'est pas un bloc de Chine qui viendra jouer face au Barça. Voilà, justement. Donc, c'est un bon Catalan et on lui souhaite tout le Il a tout gagné. Vous, comment est-ce que vous voyez ce joueur? Vous l'avez vu durant toute sa carrière? Durant toute sa carrière, c'était un joueur humble, sobre et travailleur surtout, qui était resté un peu dans l'ombre parce qu'il faisait un énorme travail en milieu de terrain. Et moi, je crois qu'il aurait mérité à un moment donné de gagner également le Ballon d'Or. En 2010 surtout. En 2010, mais souvent le Ballon d'Or est décerné à ceux qui marquent beaucoup de buts. On le voit plus et lui n'était pas trop visible, mais il était quand même efficace. Il faut le reconnaître. Il a été fidèle à ce club. On dit même... Depuis 2000, ça fait 18 ans qu'il est au club. Je crois qu'il n'a connu que ce club. Il a commencé la saison prochaine avec le Barça. On dit peut-être Roméo va nous... On dit aussi qu'il n'est pas aussi bien payé comme les autres. Oui, tout à fait. Au niveau du salary cap. Voilà, alors qu'il est l'un des meilleurs. L'un des meilleurs avec Xavi Hernandez Creus, qui a également quitté le club. Franck Luyama, votre avis sur Don Andrés Iniesta, Luyan? Non, c'est le poumon de cette équipe depuis plusieurs années. Comme beaucoup l'ont dit, il devrait gagner le Ballon d'Or, mais qu'on a détourné pour Lionel Messi. Donc, c'est un joueur effacé, mais un travailleur dans l'ombre. Il est carrément l'un des meilleurs à son poste au monde. Donc, aujourd'hui, il a tout donné au Football Club Barcelone. Ce numéro 8, on va dire extraordinaire, il a tout donné. Et lorsqu'il dit qu'il ne veut pas jouer dans un club dans lequel il sera obligé d'affronter le Football Club Barcelone. Donc ça veut dire tout simplement que c'est avec le cœur qu'il a porté le maillot catalan sur une vingtaine d'années ou bien 20 ans durant. Donc aujourd'hui, il a tout donné et il va se faire un peu la vie, il va s'offrir un peu, on va dire, les plaisirs avec cette aventure chinoise. Et lorsque vous écoutez les chiffres donnés par Roméo, c'est hallucinant. Vraiment, ça fait tourner la tête. Donc, bon vent à lui. C'est juste le meilleur pour le Football Club Barcelone. Oui, surtout quand on parle des grands joueurs, ce sont des actions qu'il laisse. On parle de Maradona avec son slalom, de Zidane avec sa retournée. Mais Iniesta également, on se souvient de ce fameux but face à Chelsea. Oui, en Ligue des Champions. Et puis surtout de ce but-là qui offre le premier titre à l'Espagne. Et voilà ce qu'on peut se faire plaisir avec des buts signés Andrés Iniesta Luyan, qui a marqué l'histoire du FC Barcelone et de la Furia Roja. On se rappellera toujours de ce but marqué en finale de la Coupe du Monde 2010 en terre africaine. C'était face, Ezekiel, aux Pays-Bas. Oui, voilà. je sais pourquoi je vous ai posé la question. Et on continue en Liga espagnole. Le Real, également, s'est fait plaisir. En dominant les Ganes. Exactement. Cristiano n'a pas joué. Oui. Et quelques autres résultats avec vous, Roméo. Oui, Atlético Madrid qui reste également en course pour la Ligue des Champions la saison prochaine. A donc battu Alaves 1-0 grâce à Kevin Gamero, le Français, 1-0 seulement. Valence est bas 0 partout. Getafe de Diène d'Arcona, mais Girone 1 partout. Getafe qui sauve sa saison. Maintenu donc à Liga espagnole. Villarreal 4-1 pour Celta Vigo. Real Sociedad passe 3-1 à Athletic Bilbao. Espanyol Barcelone
Barcelone et Las Palmas se neutralisent un partout. Les 20 dominent le FC Séville 2-1. Et puis Betis Séville est venu à bout de Malaga 2-1. La prochaine journée, voilà, la 36e journée qui commence ce soir. Séville, Real Sociedad. Demain, on aura Girona et Bar, Athletic Bilbao, Betis Séville, Celta Vigo, La Corogne. Villarreal reçoit Valence. Dimanche, Malaga joue contre Alaves. Atlético Madrid joue contre Espanyol Barcelone. Las Palmas reçoit Getafe. Le FC Barcelone et le Real Madrid pour le Classico, c'est dimanche. Et puis lundi, en clôture de cette 36e journée, à suivre Leganés, les 20. Et le Classico a lieu ce dimanche, le Barça qui reçoit le Real Madrid, et on a appris comme quoi le Real n'est pas d'accord à faire un passillo aux Catalans, comme quoi lors de la victoire en Coupe du Monde des clubs, le Barça a refusé de ne pas le faire. Bon voilà, c'est ça qu'ils ont décidé, les merengues. Sacré club Real Madrid. On file de l'autre côté. Tutto Calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Et nous parlons de la Serie A italienne. Oui, on peut peut-être dire sous votre contrôle que le Scudetto file du côté de Turin. Malheureusement, c'est ce qu'on pourra dire. Difficilement, justement. Oui, on aurait peut-être aimé avoir ce suspense jusqu'à la fin. Oui. Mais l'Inter a perdu face à la Juve, et dire que la vieille dame était menée à 3 minutes de la fin, 2-1, et la vieille dame qui gagne au finish 3-2. Oui. Comme quoi la vieille dame est éternelle. Parce que l'ouverture du score était pour les Bianconeri, un but marqué à la 13e minute par Douglas Costa, avant le but égalisateur de Mauro Icardi. Barzagli, entre-temps, a marqué contre son camp, donc 2-1 jusqu'à la 87e minute. Et patatras, un but contre son camp de Skriniar à la 87e, et qui est passé par là, Gonzalo Pipita Higuaín, dans le temps additionnel, qui marque donc ce 3e but pour la Juve, qui s'impose 3-2. Et derrière, fallait une réaction du Napoli, qui jouait le lendemain face à la Fiorentina. Le Napoli devrait gagner pour rester à une longueur de la vieille dame. Malheureusement, le Napoli a été battu par la Fiorentina, 3-0. Incroyable. Et curieusement, c'est le fils triplé de Diego Simeone qui a inscrit un triplé pour punir le Napoli, tout simplement. La vieille dame qui reprend 4 points d'avance sur le Napoli. Je pense que c'est bien fini. Le Napoli peut dire adieu au titre. En tout cas, à moins d'un miracle. Oui. Parce qu'il reste 3 journées. Il reste 3 journées. La Juve reçoit le Bologne la prochaine journée. La Juve va à la Roma. Et la dernière journée, la Juve reçoit le Hellas Vérone. Hellas Vérone, qui est en lutte pour le maintien. Voilà, donc peut-être le match face à la Roma sera le match le plus difficile pour la vieille dame en cette fin de saison. Donc on pense que la vieille dame, même s'il y aura des points à perdre, pourra perdre 3 points, mais pas 4. Alors que, même pas 6. Voilà, donc ça va être difficile pour le Napoli d'aller chercher ce titre. Et justement, le Napoli joue Torino cette prochaine journée, va à la Sampdoria, et puis la dernière journée, ce sera face à Crotone, classé 15e. Oui. Donc, c'est quand même un calendrier un peu favorable pour le Napoli. Favorable pour le Napoli, mais je ne vois pas la vieille dame perdre 4 points. Je ne pense pas. Ça va être compliqué, tout simplement. Parce que la Juve ne joue plus rien. La Juve déjà éliminée en Ligue des Champions. Donc la Juve se concentre véritablement sur ce championnat et peut-être la finale de la Coupe d'Italie face au Milan AC. Et on va s'intéresser au bas du tableau. Qu'est-ce qui se passe là-bas avec Crotone et puis les autres? La lutte est vraiment acharnée au bas du tableau. On se bat véritablement pour le maintien. À part Benevento qui est déjà relégué. Officiellement, en série B. Avec Sagna. Mais pourquoi vous prononcez son nom? Armel, attention. Oui, allez-y. Mathématiquement, ce n'est pas encore fait. Mais on ne voit quand même pas le Benevento qui est relégué, j'ai dit. Mais mathématiquement, de l'avant-dernier jusqu'au 14e, c'est toujours jouable. Donc vous voyez, puisque l'avant-dernier, le Hellas Vérone, a 25 points.
et Udinese 14e à 34 points. Il reste 9 points à prendre, donc c'est jouable en 3 journées. Voilà, dans le bas de tableau, mais Benevento est officiellement relégué en série B, mathématiquement. Ah oui, incroyable. Et on va avoir une idée du classement des Capocannonieri. Oui, au classement des buteurs, on a Ciro Immobile en tête, le joueur de la Lazio, avec 29 réalisations. Mais là encore, c'est serré puisque Mauro Icardi n'est pas loin. Il est seulement à 2 unités, 27 buts. Donc ça peut encore se faire. Paulo Dybala, malheureusement, est à 21 buts. Ouais. Donc ça va être difficile, très difficile. pour qu'il revienne en haut du classement sur les 3 dernières journées. Donc ça va se jouer entre Ciro Immobile et Mauro Icardi. Et un mot sur la prochaine journée, Ezekiel? La prochaine journée, la 36e, ça démarre demain samedi avec ce match entre le Milan AC qui reçoit le Hellas Vérone. Le Milan AC qui est en lutte pour une place européenne. Ça va se jouer entre le Milan AC et l'Atalanta Bergame. Ces deux équipes vont se battre pour cette 6e place qualificative pour la Ligue Europa. Et la Juve de son côté reçoit Bologne. Le dimanche, le reste des matchs avec Udinese qui accueille l'Inter Milan. La Fiorentina se déplace au Genoa. La Lazio reçoit l'Atalanta. Et puis le Napoli sera face au Torino. Chievo Crotone, 2 mal classés. Ah oui. Voilà. Malheur au vaincu. La lutte pour le maintien. Ça continue. On aura également un match entre Spal et Benevento. Benevento déjà relégué pourra punir Spal. Benevento n'a plus rien à perdre, tout à fait. Et puis Sassuolo, le club cher à Franck Lugnama, qui sera face à la Samp. Et puis un match intéressant entre Cagliari et la Roma. Hey, grazie mille, Seigneur Ezekiel. On file en outre-Rhin. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Et oui, du côté de la Bundesliga, on connaît le patron, on connaît pratiquement ceux qui également seront en Ligue des Champions. Franck Lugnama, on va s'intéresser au bas du tableau également au niveau de la Bundesliga. Est-ce que Cologne va évoluer en Bundesliga 2? Oui, c'est déjà confirmé. Ils sont relégués. Ouais. Ils sont relégués. Ils n'ont plus rien à donner. Il reste 2 journées avant la fin de cette compétition, mais c'est déjà officiel. 6 points de retard sur l'avant-dernier. L'avant-dernier. Cologne, le club cher à un certain Lukas Podolski. C'est quand même arrêté au plan international. Justement. Donc, il faut dire tout simplement qu'aujourd'hui, c'est le Bayern, Schalke, Dortmund et puis Hoffenheim qui sont en Ligue européenne des champions. Oui. Les 4 clubs vont jouer directement. Et puis, à partir du 5e, on joue la Ligue Europa, c'est-à-dire le Bayer Leverkusen. Le 6e sera au tour préliminaire. Et puis, pour les 16e, il y aura barrage pour la relégation. Bien sûr. Donc, voilà un peu comment les choses se présentent à 2 journées de la fin de la Bundesliga cette saison. Et est-ce que, à part Cologne, d'autres équipes, peut-être légendaires, peuvent descendre? Oui, Hambourg est là. Ils seront obligés de jouer ce barrage pour la relégation. Wolfsburg aussi. Wolfsburg, champion d'Allemagne en 2009. En 2009. Ils sont en danger. C'est incroyable. Donc, il faudra peut-être gagner sur les 2 matchs qui restent, à prendre 6 points pour éviter toute surprise. Autrement, je crois qu'ils ne sont pas totalement extirpés de cette zone rouge. Et du côté du Bayern, on sait que Jupp Heynckes, voilà quoi, il va partir. Il va partir. On lui a demandé de reprendre. Il a dit non, qu'il est fatigué. Il va se reposer. Vous savez, c'est un entraîneur qui a 72 ans, quand même, ancien joueur, ancien international allemand. Donc, il a quand même décidé d'aller se reposer. Et derrière, c'est un ancien de la maison qui a été choisi. C'est Niko Kovac qui va pouvoir reprendre les rênes de cette équipe la saison prochaine. C'est un joueur qui connaît très bien la maison, qui parle correctement l'allemand. Donc, beaucoup disent que c'est un choix par défaut, mais il n'est pas mal placé en championnat avec Francfort. Si tout va bien, il pourrait quand même se qualifier pour une coupe européenne la saison prochaine. C'est déjà quelque chose. Donc, Niko Kovac prendra la direction du Bayern la saison prochaine. Et du côté du Dortmund, on annonce la bonne nouvelle, le retour d'un certain Michy Batshuayi. Et surtout peut-être pour la Coupe du Monde au niveau des Diables Rouges. Oui, c'est quelqu'un qui a marqué des buts depuis son arrivée. Il a surpris tout le monde. Il est arrivé et tout de suite, c'est l'intégration. Derrière, il a marqué but sur but. Et son absence sur les derniers matchs ont créé un peu de tort à cette équipe. Exact. Vous allez voir sur le dernier résultat, ça a été un partout. Derrière lui, il y a Marco Reus qui fait également de très bonnes choses. Donc, c'est un retour salué de toutes parts. Et on avait peur pour lui.
Donc, heureusement, il y avait plus de peur que de mal. Et curieusement, on va en finir avec cette nouvelle. Beaucoup de bookmakers pensent que l'Allemagne va être le prochain vainqueur de la Coupe du Monde. Oui, lorsqu'on est champion du monde en titre, tous les écrits vont quand même dans ce sens. Oui. L'Allemagne, champion du monde en 2014, c'est vrai, ils sont favoris, mais des favoris ont connu des situations compliquées. On rappelle l'Espagne qui a été sortie justement dès le premier tour en 2014. Donc ça veut dire que la France également qui a fait cette malheureuse expérience. Donc Joachim Löw a déjà dit, nous nous préparons pour ne pas connaître ce mauvais sort. C'est-à-dire que l'Allemagne, au-delà de tout ce qu'on peut dire, reste favori et une sélection redoutable. Ah oui, vous le dites si bien. Elle est redoutable, la Mannschaft, tant sur le papier que sur le terrain. Et cette fois-ci, on va à côté de l'Allemagne. English Premier League News. Et nous allons nous prononcer sur l'hommage rendu à Monsieur Arsène Wenger lors de ce match-là entre Manchester United et Arsenal. Armel Waba, quand même beau geste de la part de Sir Alex Ferguson. Oui, bien sûr. On a vu à Old Trafford 3 emblématiques coachs de la Première Ligue. D'abord le retraité Sir Alex Ferguson. Et puis José Mourinho et bien sûr l'équipe, l'entraîneur de l'équipe qui était en visite, Arsène Wenger. C'était le dimanche 29 avril. Et pourquoi vous le mettez en 3e position? C'est lui l'autre, non? Parce que c'est ça. Parce que c'est ça. Ça c'est méchant. Oui, mais quand même, Alex Ferguson a eu de très jolis mots à l'endroit de l'Alsacien. Oui, malgré toute la rivalité, c'est un grand monsieur. Je pense tout simplement qu'il est l'un des meilleurs coachs qu'ait connu ce championnat-là. C'est dire tout le respect que l'Écossais a tout de même pour son éternel rival. Et puis il y a eu le beau geste quand même un peu curieux avec José Mourinho. Eh bien, tout était bien fait, mais à l'arrivée, Arsenal a quand même perdu une fois de plus face à Manchester United 2-1. Il a même reçu un joli trophée qui lui a été donné par l'Écossais. Et Roméo, quand même, encore une fois, Arsenal qui risque de ne pas jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, quoi. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Je pense que Arsène Wenger a fait la somme de tout ça là avant de prendre une décision, quitter le club la saison prochaine. Peut-être que son remplaçant va apporter une nouvelle dynamique à cette équipe des Gunners. Quoi qu'on dise, Arsenal présente toujours un football intéressant, mais c'est un football qui ne gagne pas, heureusement pour Arsenal. Cette année, au moins, ils ont pu aller jusqu'en demi-finale de l'Europa League. Ce n'est pas rien, c'est bien pour la saison des Gunners. Mais quoi qu'on dise, Arsène Wenger, il a apporté quelque chose aux Gunners. Fifi, et la tuile, c'est la blessure de Laurent Koscielny, forfait pour le mondial. Oui, c'est triste, c'est regrettable parce que nous sommes pratiquement en fin de saison et je pense que dans sa tête, il s'apprêtait à aller disputer la Coupe du Monde avec les Bleus. Oui. Et ça arrive comme ça, on parle de rupture du tendon d'Achille. Et c'est fait pour lui. C'est un grand cadre de Didier Deschamps qui... c'est un titulaire. C'est un grand cadre de l'équipe de Didier Deschamps. Et vous savez que la France même n'est pas très à l'aise en défense. Donc, on comptait beaucoup sur l'expérience de Koscielny qui devait finir après cette Coupe du Monde-là. Et c'est dommage pour lui. C'est triste. Ça arrive sur une blessure. Sur une blessure, il va partir comme ça. Il ne jouera pas la Coupe du Monde. Mais ça va ouvrir la porte à un autre. Peut-être pas à comme le dit si bien le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc il y a d'autres qui vont en profiter. J'espère qu'ils seront à la hauteur de ce que fait Koscielny avec les Bleus. Oui, Ezekiel. Il a fini sur une blessure, tout comme Arsène Wenger, je le pense. Mais Arsène n'était pas sur le terrain, Ezekiel. Oui, mais cette défaite, voilà. C'est une blessure. Oui, c'est une blessure. Ça fait mal quand même. Mais j'ai tout de même aimé l'hommage qui lui a été rendu la dernière fois à Old Trafford pour dire que des fois le respect est plus fort que la rivalité. Et c'est Arsène Wenger même qui voulait partir sur une blessure parce que depuis quelques saisons il ne donnait plus rien à Arsenal. Moi je le voyais partir depuis, mais il a tenu tête puisqu'il ramène toujours le pognon dans les caisses de... il est en mission, non? La politique du club. Il détecte de jeunes joueurs et après il les vend et puis c'est bon. Mais est-ce qu'il ne laisse pas aujourd'hui un bon effectif
pour son successeur? Aujourd'hui, je vais dire le Arsenal a des joueurs, mais pas de grands joueurs. Maintenant, il va falloir à son successeur, quand il va arriver, ça dépend de l'objectif du club. Maintenant, qu'est-ce que les responsables d'Arsenal être d'accord avec vous. Qu'est-ce que les responsables d'Arsenal veulent pour la saison prochaine? Est-ce que c'est le championnat? Est-ce que c'est la Ligue? Ils ne seront pas qualifiés. Je ne sais pas ce qu'ils désirent. Maintenant, est-ce que c'est un nouvel élan? Après le départ de Arsène Wenger, il y aura toujours cette période de transition. Quand un grand entraîneur vous quitte, il faut revoir tout. Donc maintenant, c'est peut-être une saison de transition pour le nouveau. Et après, la seconde saison, ça serait cette saison de décollage pour Arsenal. C'est ce que moi je vois. Mais maintenant, ça dépend de ce que les responsables de ce club veulent. Mais Arsène Wenger, moi je le voyais partir depuis. S'il était parti, il ne devait pas sortir avec les larmes ou bien avec une défaite. Aujourd'hui, oui, si. S'il était parti depuis, aujourd'hui, il ne partira pas avec... C'est sa meilleure saison. Cette mauvaise saison, c'est sa meilleure saison. Il est en demi-finale de la Ligue Europa. Il est en demi-finale de la Ligue Europa. Mais à chaque fois... N'oubliez pas qu'Arsenal a déjà disputé une finale de Ligue des Champions. Face au FC Barcelone. À chaque fois, on critique Arsène Wenger. Mais quelle est la politique du club? Quels sont les objectifs du club, les ambitions? Voilà, puisque Arsène Wenger est toujours là, le club ne le remercie pas, c'est que il remplit, enfin son cahier de charge est bien rempli. Donc je pense qu'on critique Arsène Wenger inutilement. Il faut plutôt critiquer les dirigeants d'Arsenal. Et lui-même en tant qu'entraîneur, il ne veut pas de palmarès, il ne veut pas de titre. C'est la question qu'on se pose. Arsène Wenger est le seul entraîneur à gagner la première ligue sans défaite. Il ne faut pas l'oublier. Quand même. Ça reste dans l'histoire. Mais il faut dire quand même que c'est juste émouvant ce qu'on lui a rendu comme hommage la dernière fois. Voir Mourinho à côté d'Arsène Wenger, voir Sir Alex Ferguson. Tout le public c'est juste émouvant. C'est quelqu'un qui a su construire, on va dire, un club, même s'il n'a pas gagné beaucoup de titres. Ça reste l'un des clubs qui produit, on va dire, le meilleur football. Donc je pense véritablement que c'est vrai, il part un peu déçu par la petite porte, mais il aura laissé quand même des traces. On n'oublie pas 22 ans de Wengerisme comme ça. Ah oui, c'est quand même... le mot il est lourd, hein. Wengerisme. Je pense que on va prier parce que là, j'ai peur qu'Arsenal ne connaisse les mêmes problèmes que Manchester. Vous savez, c'est pratiquement les mêmes profils. On a eu du mal à trouver son successeur. Ici, on parle du fidèle de Jürgen Klopp, Željko Buvac, qui va peut-être le remplacer. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Et oui, Mourinho n'aura plus à se disputer avec... voilà. Hermel, on sait également qu'en Première Ligue, il y a une bataille rangée au niveau quand même des relégués. Il y a Stoke, il y a West Bromwich Albion et Crystal Palace et tous les autres. Oui, bien sûr. Avec même Swansea qui se positionne à la 17e place, n'est pas encore épargné de la relégation. Il y a bien sûr une seule journée, à part celle qui va se jouer ce week-end-là, une journée, et donc 4 points entre le premier relégable et West Bromwich Albion, la lanterne rouge. Donc voilà, il y a une bataille jusqu'au bout. Et rappelez-nous les équipes qui sont concernées par cette bataille-là. Oui, clairement, on va dire à partir de la 15e place déjà, West Ham, 35 points, Swansea, 33 points, Southampton, Stoke City et bien sûr West Bromwich Albion. Et oui, ce sont des équipes quand même, qui ont souvent animé si bien le championnat, mais qui risquent peut-être de se retrouver au niveau de la Championship. Nous rappelons que Wolverhampton est déjà en Première Ligue la saison prochaine. Donc, il y a une place déjà prise. Oui, déjà. Ça va être compliqué. J'aimerais pas être à la place et des managers et des joueurs. Bien voulu que Fulham... de Floyd Haïti, qui lutte également de l'autre côté. Et puis quand même la dernière fois,
Crystal Palace qui souffle 5-0 sur son adversaire. Ah oui, bien sûr. Leicester. C'était à domicile et c'était curieux, d'autant plus que c'était face à Leicester qui reste depuis l'arrivée. Champion d'Angleterre il y a 2 saisons. On a déjà oublié ça, mais après la venue du français, Leicester s'est plutôt pas mal inscrit dans une dynamique, mais stoppé net la dernière fois avec ce carton-là. L'autre carton de la journée aussi, c'est bien sûr Manchester City, qui bien sûr est déjà champion, mais court après 2 records. Allez-y. D'abord, celui du total, meilleur but de l'équipe, enregistré par Chelsea. Eh bien, les Citizens sont à un seul but de ce record-là. Par contre, l'autre record, c'est le record de points, également détenu par le même Chelsea. Il est de 102 points. Actuellement, Manchester City en a 93. Et est-ce que ça sera battu? Il reste quoi? 2 journées, non? Ouais. 2 journées, 6 points. Non. Bon, ils ont 93 points, plus 6, ça fait 99. Ça ne le fera pas. Ça ne le fera pas. Parce que Liverpool était passé par là. Bien sûr. Ah oui. On va jeter un coup d'œil au niveau des classements des buteurs. Bien sûr. Oui, Mohamed Salah Ghali, 31 réalisations en 34 matchs. Suit Harry Kane à la 2e position, 27 buts. Sergio Aguero, de temps en temps, sinon régulièrement blessé, mais quand même meilleur buteur, 21 buts. Le premier français, Alessandre, à la Lacazette, 13 buts en 30 matchs. Et Mohamed Salah qui a encore reçu un titre, celui de meilleur joueur par la presse anglaise. Mérité, à mon avis. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Donc, il n'y a pas de top 3 aujourd'hui, de toute façon. Bien sûr. On aura Salah. Une idée sur la prochaine journée ce week-end? Qui démarre déjà ce vendredi avec Brighton qui va recevoir Manchester United et José Mourinho. Demain, on aura d'autres affiches intéressantes, notamment celle de Leicester qui va accueillir West Ham. Everton, Southampton, attention, Southampton qui risque de descendre. Même cas de figure pour Swansea qui joue sa place face à Bournemouth en déplacement. Et bien dimanche, on aura 3 matchs. 3 grands qui vont livrer, qui vont tous être à domicile. D'abord City face à Huddersfield, Chelsea qui va recevoir Liverpool dans le gros derby, et puis Arsenal qui va peut-être essayer de faire plaisir à Wenger. Ce sera face à Burnley. On va au Burnley qui est 7e face à Arsenal 6e. Bon, il n'y a que 3 points qui séparent les 2 clubs. Vivement. Et on espère peut-être voir encore Salah avec Liverpool, face à Chelsea. Il y a 3 semaines qui les séparent de la grande finale face au Real Madrid. Donc, ils vont manager les joueurs. Je pense, non, c'est pas mieux comme ça. Non, vous avez vu le match là, ils étaient trop fatigués. Donc, mais 3 semaines. Attendez, ça ne le fait pas. C'est suffisant. C'est suffisant pour être au point. Donc, on attend de voir tout ça. On ne joue pas pendant 3 semaines pour Et cette fois-ci, on file de l'autre côté. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Et nous parlons de la Ligue Conforama. Fifi, laissons le Paris Saint-Germain. Mais derrière, il y a une rude bataille entre Monaco, Marseille et Lyon. Et curieusement, Lyon, à l'heure où nous parlons, est le dauphin du Paris Saint-Germain. Avec 112 points. Mais il n'y a qu'un point d'écart entre le premier, le deuxième et puis le troisième. Et je ne parlais plus du Paris Saint-Germain. Entre le deuxième, le troisième et puis le quatrième, Lyon sont à 12 points, Monaco sont à 11 points, Marseille sont à 10 points. Pour une place en Ligue européenne. C'est incroyable quand même. Et oui, ça va être chaud pour la fin du championnat. Il faut dire déjà que Lyon a dominé Nantes à domicile 2-0 avec Depay et puis Traoré. Depay très très en forme, l'homme providentiel de Lyon en cette fin de saison qui permet quand même à Lyon de gagner. Et Lille qui bat Metz 3-1. C'était le dernier match d'espoir, le match d'espoir pour Metz et de Mathieu et puis Metz, mais ils ont perdu. Encore une passe décisive de Mathieu de Séville, la 11e de la saison. Incroyable. Pour un but de qui? Nolan Roux. Oui, c'est le duo qui marche de ce côté. Je crois que ces deux-là vont partir quand Metz sera en deuxième. Nous précisons que Mathieu a été prêté au FC Metz. Oui, justement, a été prêté à Metz, bien sûr. Voilà. Donc, ça fait 3-1 pour Lille. Lille aussi qui n'est pas encore sauvé. Lille qui est avant-dernier au classement, 32 points. Exactement. Et Lille qui veut également accrocher cette
place de barragiste, tenu par 32 points également. Oui. Voilà, donc ça fait 3-1 pour Lille. Monaco, tenu en échec à domicile Incroyable. par Amiens, 0 but partout. Incroyable. Ça ne va pas du tout depuis 7 buts à 1 face au Paris Saint-Germain. Après, il y a eu une autre défaite de 3 buts à 1 Oui. face à Guingamp. Oui, je pense aussi. Et maintenant, ça fait 0 but partout à domicile face à Amiens. Et c'est vraiment difficile pour Monaco à cette fin de saison. Amiens, Monaco. Amiens de Serge Gapé, qui n'a pas joué ce match. Pourquoi? Parce que le match d'avant, il a eu un choc avec le gardien adverse. Exactement. Et il est tombé en ses comptes. Il a perdu connaissance. Il s'est réveillé dans le vestiaire. Mais ça va mieux aujourd'hui. Ça va mieux, mais la dernière fois, il a été mis au repos. Il n'a pas tout simplement pas joué. Amiens, on peut dire sauvé, maintenu en Ligue 1 française. Sauvé, maintenu Super en Ligue 1. bonne nouvelle pour Serge Gapé. C'est un promu quand même qui venait de la deuxième. De toute façon, le Togo n'est pas à la Coupe du Monde. Strasbourg qui fait match nul, 1 but partout avec Nice. Oui. 3 qui domine Caen, 3 buts à 1. Un match formidable aussi. Oui. Rennes qui bat Toulouse 2 buts à 1. Angers qui fait match nul face à Marseille. Marseille qui avait l'occasion en ce moment-là de passer devant, mais qui n'a pas profité de cette occasion-là. Ça fait 1 but partout face à Angers. Puis Paris Saint-Germain tenu en échec à domicile par Guingamp. Pour une fois. 2 buts partout. Et il fallait encore Cavani par un doublé pour sauver le Paris Saint-Germain de la défaite. Et curieusement, il semble que Max-Alain Gradel aurait perdu sa montre. Il accuse ses coéquipiers. Elle a été volée cette montre ou elle a été perdue? Je n'en sais rien. S'il accuse ses coéquipiers, ça veut dire qu'il soupçonne quelqu'un. C'est incroyable, quoi. Ta montre et puis tu accuses les autres, c'est grave, quoi. C'est bizarre. C'est spécial. Ah oui, ce bracelet. Il avait besoin de ce bracelet là-bas. Oui, Fifi. Vu au classement, le Paris Saint-Germain en tête avec 91 points. Le Paris Saint-Germain qui veut atteindre les 100 points, battre son propre record. Bon, Fifi. Mais ce sera compliqué. Est-ce que Neymar va jouer les dernier match du Paris Saint-Germain? Je ne suis pas sûr. Il est revenu dans la capitale. Hein. Mais il reviendra pour le dernier match de la saison, je pense, juste avant de repartir au Brésil. D'accord. Vous le voyez jouer la finale de la Coupe de France face à quoi? Aux Herbiers? Aux Herbiers. Non, est-ce qu'on a vraiment besoin de lui sur le terrain? Quand il n'est pas là, le PSG joue bien. Intéressant. Allez-y, Fifi. 91 points suivis de Lyon, soit 12 points. Oui. Troisième, Monaco, soit 11 points. Marseille est quatrième avec 110 points. En bas de classement, on retrouve 32 points. Lille, 32 points. Metz, dernier, 26 points. Je crois que c'est bien fini pour Metz, parce qu'il reste encore 2 matchs à jouer. Metz ne peut atteindre 32 points, mais avec un goal différentiel ça ne passe pas. Désavantageux pour cette formation messine. Voilà, et maintenant, qui va l'accompagner? Lille ou 3 qui ont le même nombre de points, 3 pas devant, qui peut jouer les barrages. On attend de voir. Une idée sur la prochaine journée? La prochaine journée, ça commence ce soir. Amiens reçoit le Paris Saint-Germain. Bon. Dimanche, Saint-Étienne joue Bordeaux. Lyon reçoit 3. Ce sera encore un autre match parce que 3 qui a envie d'avoir des points pour s'échapper. Et puis Lyon qui doit vouloir conforter cette deuxième place. Caen qui reçoit Monaco. Dijon qui joue Guingamp. Metz qui reçoit Angers. Nantes, Montpellier. Rennes, Strasbourg et puis Marseille-Nice en clôture. Vous imaginez déjà le match Marseille-Nice après cette brillante qualification? Le Vélodrome? Ça va chauffer. Ah oui, ils vont se faire plaisir face aux Niçois. Il faut confirmer. Mais oui, vous le dites si bien, il faut confirmer, c'est-à-dire gagner ce match-là parce que la finale n'est pas encore... Ce sera un peu difficile quand on sait que Marseille a beaucoup laissé d'énergie. D'énergie dans cette rencontre. Aller jusqu'aux prolongations, avec le voyage et tout. Mais je pense avec l'apport du public Marseille. Pas. Et puis Marseille a besoin également de se rassurer, de penser à cette deuxième place ou troisième place pour pouvoir espérer jouer la Ligue des Champions. Parce que face à une finale face à l'Atlético, c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Et nous intéressons... On va parler également des buteurs rapidement. Rapidement. Cavani toujours en tête avec 27 buts, suivi de Thauvin 20 buts. Neymar 19, Mariano Diaz est 4e avec 18 et puis Falcao 5e avec 18 buts. C'est dit. Là c'est bon madame Fifi, on peut vous laisser. Question des auditeurs. Question de l'auditeur. Plateau Foot Europe. Et nous nous intéressions à la question qui nous est arrivée. Est-ce que Antonio Conte va rester à Chelsea
si le club remporte la finale de la Cup. Non, il partira. Le pont est déjà rompu entre lui et Roman Abramovich. Ils ne s'entendent pas. Donc, on attend que la fin de la saison pour conclure tout ça. Sauf, on va dire, une situation de dernière minute, un retournement de situation que je ne vois même pas possible. On garde la main, vous gardez le micro. Et cette fois-ci, on s'intéresse aux termes sportifs de ce jour. Oui. Jonglerie. Oui. D'abord, il faut corriger ça. Beaucoup disent jonglage. Je crois que c'est un abus de langage. On parle de jonglerie. Et selon le dictionnaire Larousse, c'est lancer en l'air des objets et les relancer dès qu'on les reçoive, sans que ça ne touche le sol. Donc, voilà un peu ce qu'il faut dire par rapport au dictionnaire Larousse. Lorsqu'on parle de football, c'est un tour d'adresse, d'habileté qu'on maîtrise. Alors, lorsqu'on prend le ballon, on le joue d'un ou des deux pieds sans que ça ne touche le sol le plus longtemps possible. Et là, on peut même ajouter la tête, faire jouer ce ballon avec le dos, la cuisse, l'épaule, un peu partout. Le seul but, c'est que ce ballon ne touche pas le sol. Donc voilà un peu ce qu'on peut appeler la jonglerie. Et il semble que le répéter, cet exercice tous les jours, donne beaucoup d'adresse, d'assurance, de la concentration, de la technique à celui qui le pratique. Donc voilà, les meilleurs cités dans le monde, c'est Diego Armando Maradona qui est capable de vous faire une jonglerie avec la petite balle jaune. Et Neymar, Ronaldinho, ils sont nombreux. Il y a quelqu'un qu'on appelle aussi Constantin, j'oublie un peu le nom. Lui, il est capable de faire au même moment une jonglerie avec les mains et les pieds au même moment, ballon et on va dire des morceaux de bois en même temps. Donc voilà l'explication qu'on pouvait donner. Vous vous rappelez de jonglerie d'un certain Pierre Ménès? Il a voulu s'essayer. Je n'ai rien dit. Il a voulu s'essayer. Il voulait défier Evra. Donc, je n'ai rien dit. Bien. Cette fois-ci, on va, avec votre permission, saluer certains inconditionnels de cette émission. Fifi Asogbavi, à vous l'honneur. Ça arrive. Oui. Bien sûr, je salue Zarif. Je salue Tata Real Madrid. Dagan, bien sûr. Ils sont Dagan la Madrilène. Elle doit être très contente. Hein. Ouais, ils sont en finale et c'est mérité. Je pense à tous les membres de la plateforme PFE qui nous suivent chaque vendredi. Gordo, je pense également à Gordo. Et voilà, je salue tous mes amis, tous les confrères qui nous suivent. Ezekiel Ayataï. Elle avait l'habitude de nous suivre tous les vendredis matins. Malheureusement, ça fait aujourd'hui 2 ans qu'elle nous a quittés. Donc, une pensée pour ma petite maman. Oui, merci. Vraiment, nous pensons à vous, maman Ezekiel. Armel Waba. Oui, Benoît Noussoukboué, qui est très content depuis la qualif de Marseille hier. Salut à toi. Mais lui, c'est un vert. Hein. C'est un Stéphanois. C'est un Stéphanois. Ah oui, mais curieusement, il est... Solidarité oblige. Solidarité, bon, ça se comprend. Voilà. Allez-y. Indice UEFA. Ouais, c'est tout. Oui, c'est tout. Oui, c'est tout. Ezekiel, pardon, Roméo Yetor. Kofi de Balou, je salue également Kessilik aussi, tous ceux qui nous écoutent actuellement. Franck Nounyama. Oui, on va dire bonjour à Ahmed de Dovi et Sam, le grand frère de Laba Fodo et tout le personnel de Dovi et Sam qui sont des inconditionnels de cette émission. Bonjour à Pascal, Daniel, Kenneth, bonjour à Esther, à Péné Innocent le taximan, One Love le Barcelonais, l'honorable Joseph Kofi Tiko Akoda qui suit également cette émission à la direction et puis tous les autres. Excellent week-end. Merci beaucoup à vous. Oui, à vous également. La dernière parole. Edwige Pédo. Coucou à vous tous. Voilà. C'est assez simple comme ça. Bien souvent. Ah oui, Roméo vous réclame. Coucou à ceux qui font voilà. émission. Voilà, puisque vous saluez toujours ceux qui sont dehors, vous aussi vous en avez besoin. Et voilà. Oui, nous saluons toute la rédaction. Nous n'oublions pas également Inosa Gueulaire également qui nous a rendu visite à Lomé. Bonjour à toi. Bonjour également à Honoré. Oui, il se reconnaîtra. Et à tous ceux qui sont du côté du quartier d'Ablogame, d'Avedji, d'Akodesewa, sans oublier ceux d'Adido Gomé. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne chance.
France à l'Est Europa. Vivement, on va suivre ce match. Ce sera samedi face à Oroya Athletic Club de la Guinée-Conakry. Le match est ramené à 13h. Ah, dernière information. Ça vient de tomber. Tout chaud, tout chaud. D'accord, bien. Donc on vient au terrain à midi. Merci Franck Lunyama, merci Armel, merci Fifi. Roméo Yetor, Edwige Apedo, merci Ezekiel Ayataï. Merci également à Eloma Dovon qui a assuré la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur radiosportfmtg.com. Merci également à Gildas Caboret qui était à la mise en onde. On se dit bonne suite de journée sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. À très très bientôt. Ciao, ciao.